Bonjour Jean-Yves, vous avez 51 ans, vous êtes marié, 2 enfants de 14 et 19 ans. Vous occupez un poste en tant que directeur de marché dans une grande entreprise de services informatiques qui a une agence sur Montpellier. Que s'est-il passé le 14 mars 2024 à 16h30 ? Ce jour-là, j'étais en télétravail, théoriquement seul à la maison, mais cet après-midi-là, en fait, une opération, une intervention de maintenance de notre pompe à chaleur était prévue par un technicien qui se nomme Jérémy. Et donc, une fois qu'il a eu terminé ce qu'il avait à faire, on s'est retrouvés sur la terrasse, on discutait de ce qu'il avait réalisé. Et soudainement, en plein milieu d'une phrase, je me suis effondré devant lui, instantanément. Et voilà, je n'ai aucun souvenir par contre de l'événement lui-même. Comment a réagi le technicien ? Alors Jérémy, le technicien que je nomme mon ange gardien, bien que non formé au geste qui sauve, en fait, a eu immédiatement les bons réflexes. Il a, d'une part, dans un premier temps, avec son téléphone personnel qu'il avait mis sur haut-parleur, contacté sa compagne, Laura, qui est infirmière en cardiologie au CHU de Montpellier. Et c'est elle en fait qui l'a guidé dans un premier temps déjà pour s'assurer que ce n'était pas juste un malaise mais que c'était bel et bien un arrêt cardiaque. Et quand il a identifié que c'était bel et bien un arrêt cardiaque, elle l'a guidé pour qu'il commence immédiatement le massage cardiaque. Parallèlement à cela, avec son téléphone professionnel, également sur haut-parleur, il a contacté son entreprise pour que ce soit eux qui appellent les secours, puisque étant un technicien intervenu à la maison, il n'avait pas l'adresse de mon domicile en tête. Donc ce sont eux qui ont appelé les secours et qui ont ensuite rappelé Jérémy sur son téléphone professionnel pour déjà avoir toutes les informations requises pour le temps du trajet, le temps qu'ils arrivent. Et donc pendant ce temps-là, lui continuait les massages, et tout cela pendant 20 très longues minutes. Alors pour quelqu'un qui s'est déjà exercé à pratiquer un massage cardiaque, 20 minutes, c'est un effort considérable, c'est presque un exploit. Normalement sur une intervention on se relaie. Là lui, il a tenu 20 minutes tout seul en attendant que les secours arrivent. Et voilà, je lui dois tout, et c'est vrai qu'un lien particulier s'est noué entre nous. Réaliser un massage cardiaque peut être traumatisant pour certains témoins. Est-ce que Jérémy a pu libérer sa parole ? Alors quelques mois plus tard, au mois d'août, j'ai revu Jérémy et sa compagne Laura. Et en fait, lorsqu'on a échangé, lorsqu'il m'a raconté lui comment il avait vécu cet événement-là, il m'a avoué qu'il avait tenu absolument à aller travailler le lendemain, mais que ça avait été très très compliqué pour lui en fait. Les images lui revenaient en tête. Et finalement aussi le fait de savoir que j'avais survécu, que les événements évoluaient de façon positive pour moi, ça a contribué aussi à le soulager. Et voilà, donc je pense que ça l'a aidé à digérer cet événement-là. Donc c'est aussi, je pense, important de communiquer auprès des gens qui ont réalisé ce massage en fait, qui ont sauvé les gens, de leur donner des nouvelles aussi, surtout quand c'est positif, parce que ça les aide aussi eux à réaliser ce qu'ils ont fait. 20 minutes plus tard, les secours arrivent. Que s'est-il passé par la suite ? Au bout de 20 minutes, les pompiers de Casserie sont arrivés, suivis de très près également par les gendarmes de Castries, qui avaient été également contactés par le SAMU pour faire amener en fait un défibrillateur à la maison. Alors malheureusement le défibrillateur le plus proche du domicile n'était plus disponible, puisqu'il avait servi 5 jours auparavant sur un autre arrêt cardiaque. Et le second était en fait avec les équipes de la mairie qui étaient justement ce jour-là en formation premier secours. Et donc voilà, donc très peu de temps après finalement, le SAMU est également arrivé sur les lieux pour rejoindre donc les pompiers. Et donc à ce moment-là, en fait, le médecin urgentiste qui est arrivé a vu que visiblement mon corps luttait en tout cas pour survivre, et il a estimé que ça valait le coup de continuer à se battre et de maintenir les efforts de réanimation.
Les secours utilisent un de leurs défibrillateurs et vous recevez 4 chocs électriques. Ouais, alors effectivement, donc à l'arrivée du SAMU, j'ai été choqué à 4 reprises. Ils se sont battus eux-mêmes donc pendant 18 minutes de plus. Entre-temps, mon fils aîné rentrait du lycée et m'a découvert inanimé avec tous les secouristes autour de moi qui tentaient donc de me réanimer. Je pense que pour le protéger, ils ont préféré à ce moment-là me charger dans l'ambulance pour m'évacuer, puisque bon, si l'issue avait été fatale, je pense qu'ils ont préféré le préserver, que ça ne se passe pas devant lui. Pendant ce temps-là, ils ont bien entendu continué toute la phase de réanimation. Et au final, en fait, mon cœur est reparti alors que l'ambulance était à la sortie du village. Et voilà, donc visiblement, je luttais. Et de ce que m'a dit le médecin urgentiste que j'ai eu l'occasion de revoir par la suite, c'est visiblement, a priori, le fait d'être sportif, mon corps inconsciemment luttait pour sa survie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a servi. Et donc, j'ai vu que je continuais à lutter pour pas que je me fatigue inutilement, ils m'ont alors plongé dans le coma le temps du transport jusqu'au CHU de Montpellier, où j'ai été admis en cardiologie. Y a-t-il eu une prise en charge spécifique pour votre fils aîné, présent sur place? Non, alors mon fils en fait est arrivé donc en cours de route, et alors sans jeter la pierre à qui que ce soit, les pompiers, le SAMU étaient focalisés sur ma réanimation, sur le fait de me conditionner pour le transport. Et donc en fait personne ne s'est soucié en fait de mon fils qui était là, qui était spectateur, impuissant, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Et donc ceux qui s'occupaient de moi donc étaient affairés autour de moi. D'autres, visiblement de ce que j'ai su, discuter avec le témoin, donc avec Jérémy, de la survenance, de ce qui s'était passé ou autre. Les gendarmes qui étaient également présents faisaient les constatations ou autres qu'ils avaient à faire. Et c'est vrai que quelque part il a été un peu oublié. Et on peut pas leur en vouloir non plus, hein. C'est effectivement la victime d'abord, les témoins immédiats pour recueillir les infos nécessaires. Et c'est vrai que finalement les proches qui peuvent être là sont un peu mis de côté involontairement. Et il y a peut-être une prise en charge effectivement à prévoir, mais voilà, encore une fois, on peut en vouloir à personne. Qu'ont révélé les examens? Alors la coronarographie qui a été pratiquée à mon arrivée au CHU a montré que mes artères étaient en parfait état, qu'il n'y avait pas de plaques d'athérome ou autre. J'ai toujours eu une très bonne hygiène de vie, j'ai toujours fait du sport, je n'ai jamais fumé de ma vie, et donc voilà, le souci ne se situait pas à ce niveau-là, et le scanner a révélé au final que c'était ma valve mitrale, en fait, un cordage de la valve mitrale qui avait rompu, et donc mon cœur s'est noyé dans son propre sang, en fait. Et c'est un événement qui est extrêmement rare. Et le chirurgien que j'ai vu par la suite m'a révélé que même s'il m'avait vu le matin même, c'était a priori quasi indécelable. Et voilà, donc c'est ce qu'on nomme en fait la mort subite. C'est un événement qui ne peut visiblement pas s'anticiper. Comment s'est déroulée votre hospitalisation? Alors suite à mon arrêt, donc j'ai été hospitalisé une première fois une semaine, 24 heures dans le coma, puis 2 jours en soins intensifs. Et finalement, j'ai tellement vite récupéré que je me suis retrouvé très vite en service de cardiologie là pendant une semaine. Pendant ce temps-là, on m'a implanté un défibrillateur automatique sous l'épaule gauche, que j'ai désormais à vie. Donc il y a un rôle non seulement de défibrillateur, mais aussi de pacemaker en cas de problème d'arythmie. Et donc suite à cela, en fait, une opération chirurgicale donc pour remplacer ma valve mitrale était programmée 3 semaines plus tard. Malheureusement, elle a été reportée à 3 reprises, puisque mon état était jugé moins prioritaire que d'autres patients qui étaient notamment en attente de greffe cardiaque.
La valve biologique qui vous a été greffée vient-elle d'un donneur d'organes? Non, en fait, il s'agit d'une valve biologique qui vient alors soit du veau, soit du porc, ça dépend. Voilà, qui m'a été greffée. En fait, j'avais le choix entre soit une valve biomécanique, mais qui dans ce cas-là nécessite des traitements anti-rejet qui sont relativement lourds, ou cette valve biologique pour lequel donc il n'y a pas de traitement anti-rejet, mais l'inconvénient, entre guillemets, c'est que tous les 10 ans, il faut la remplacer. Mais bon, ça, je dirais, c'est secondaire. Vous êtes finalement opéré 6 semaines après votre ACR, le 30 avril 2024. Oui, et finalement, cette attente a été très, très, très pénible sur le plan psychologique. Qu'est-ce qui vous a le plus pesé? Alors c'est très diffus en fait. Il y a forcément une part d'angoisse. Il y a l'attente donc de l'opération. Puis bon, on a toujours, tant que le cœur n'est pas réparé, on a toujours cette épée de Damoclès en fait au-dessus de la tête. Puisque bon, à ce moment-là, on est toujours un peu dans l'incompréhension de ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé, et on se dit que ça peut survenir à nouveau à tout moment. Même si entre-temps j'avais un défibrillateur donc qui était implanté sous mon épaule, on se dit que ça peut arriver quand même à tout moment. Alors ce défibrillateur, bon, c'est une sorte de roue de secours, mais voilà, il y a quand même ce stress, cette angoisse. Et puis il y a toute cette part aussi de questions que l'on se pose en permanence. Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire ou ne pas faire pour que ça arrive? Donc tout cela, en fait, ce sont des questions qui tournent en boucle dans la tête. Et puis bon voilà, on se prépare quand même aussi psychologiquement à cette opération. Le remplacement d'une valve mitrale, c'est pas une opération bénigne. Il y a un arrêt du cœur, alors certes qui est provoqué, qui est sous contrôle, mais voilà, on ne peut s'empêcher quand même à une issue défavorable. Donc il y a quand même une très très grosse part de stress, et ça c'est lourd. Et donc on se prépare en fait à l'arrivée de l'opération. Et puis lorsque la première fois on vous appelle la veille pour vous dire qu'on reporte de quelques jours, bon, c'est frustrant. La deuxième fois, il y a une part de colère qui commence à s'installer. Et la troisième fois, on craque littéralement, et c'est ce que j'ai fait. Comment avez-vous vécu l'attente de l'opération? Alors sur les conseils du chirurgien, en fait, il m'a dit qu'en attendant, il fallait que je maintienne un minimum d'activité physique pour voilà, stimuler quand même le cœur, qui est aussi un muscle, et aussi en prévision de l'opération où ensuite il y aurait une immobilisation pour limiter la perte de muscle. Donc j'ai marché quotidiennement, et pendant cette période de 5 semaines où j'ai attendu mon opération, j'ai réalisé voilà, une centaine de kilomètres de marche. Alors dit comme ça peut paraître beaucoup, mais 100 km, ce n'est ni plus ni moins que 20 km par semaine, soit un peu moins de 3 km par jour. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Mais voilà, j'ai maintenu cette activité-là. Ensuite, voilà, cette opération qui est quand même relativement lourde, en temps normal ne nécessite que 5 à 8 jours d'hospitalisation. Malheureusement, il y a eu quelques complications, et l'intervention en elle-même, qui était prévue pour durer entre 2 et 3 heures, a duré plus de 5 heures au final. Et j'ai passé 5 jours en réanimation, où j'ai eu 3 transfusions avec 5 poches de sang, donc d'où l'importance aussi du don de sang, hein, il faut en avoir conscience. Voilà, en fait, les complications ont entraîné une inflammation, et je suis passé à 2 doigts de la dialyse, puisque mes reins aussi ont commencé à partir un peu en vrille, on va dire, pour schématiser tout ça. Et donc voilà, cette hospitalisation qui était prévue pour quelques jours, finalement s'est éternisée et a duré 3 semaines. Mais voilà, le résultat est là. Aujourd'hui, tout va bien. J'ai parfaitement récupéré. Et voilà, j'ai un traitement bien sûr, mais qui est minime, hein, à base d'anticoagulants et de bêta-bloquants, mais vraiment à dose minimale.
Dans quel état d'esprit étaient vos proches? Alors il y a eu forcément une phase de sidération, d'incompréhension, de surprise en fait au début. Voilà, ceux qui me connaissent voilà, ne s'attendaient pas du tout à ce qu'un tel événement m'arrive à moi, puisque j'ai toujours été sportif, je n'ai jamais fumé, j'ai une hygiène de vie qui est quand même relativement correcte. Donc c'était quand même voilà, l'incompréhension totale au début. Après, il y a forcément eu la phase d'inquiétude, puisque bon, j'ai eu une période de coma voilà, pendant 24 heures, donc il y a forcément du stress, de l'angoisse derrière. Et puis ensuite, il y a aussi la période d'attente voilà, qui est aussi stressante avant l'opération que j'ai dû subir pour remplacer la valve. Donc tout cela, c'est hyper angoissant, c'est hyper stressant pour la famille. Mais en même temps, ça a resserré les liens familiaux qui étaient déjà très forts. Comment s'est passé votre retour à domicile? Alors le retour au domicile, dans un premier temps, il y a un suivi kiné pour travailler la cicatrice, puisque au niveau du sternum, il y a quand même une cicatrice qui fait une grosse vingtaine de centimètres. Puis ensuite, il y a petit à petit la reprise des exercices pour reprendre voilà, l'effort progressivement. Donc tout ça, c'est un travail voilà, quasi quotidien. Il y a la reprise de la marche. Alors au début, c'est quelques centaines de mètres. Et puis progressivement, on augmente les distances. On fait son premier kilomètre, 5 kilomètres et ainsi de suite. Donc on avance. Et puis derrière, bon, il y a forcément les rendez-vous médicaux aussi pour suivre le bilan avec le chirurgien, le rendez-vous avec le cardiologue. Voilà, tous les rendez-vous, je dirais, classiques post-opératoires. Et puis ensuite, au niveau du CHU de Montpellier, il y a eu une phase aussi de réadaptation à l'effort, donc où j'ai passé tout mon mois de juillet dans le service de réadaptation à l'effort cardiaque au CHU de Montpellier, où on est pris en charge de manière individuelle. On a des objectifs voilà, d'efforts à atteindre, à réaliser, dans une certaine limite aussi de rythme cardiaque, où l'on est surveillé. Et ça, c'est un travail qui est hyper intéressant aussi. On est suivi aussi par des diététiciens, on fait aussi de la sophrologie. Il y a tout un tas d'exercices et de travaux qui sont réalisés, qui sont hyper bénéfiques. Et à l'issue de ce mois de réadaptation, bon, j'avais dépassé tous les objectifs qui m'avaient été fixés au départ. Et suite à cela, début août, j'ai repris le kayak en mer avec mon épouse. Donc on partait le matin lorsque la mer était calme. On faisait nos 4-5 km en mer, voilà, en kayak. Ça permet de faire travailler le haut du corps aussi. Et donc à l'issue de mon arrêt de travail qui était jusqu'à mi-août, on est parti en vacances dans les Pyrénées. Et le premier jour, on a réalisé une randonnée d'une dizaine de kilomètres, alors sans trop de dénivelé. Et à l'issue de cette première randonnée, j'étais en parfaite forme, je me sentais très très bien. Je me sentais si bien qu'au long de la semaine, on a multiplié les randos en montagne avec progressivement du dénivelé. Et au final, j'ai réalisé 60 km en une semaine. Alors ce qui n'est pas forcément un exploit en soi, mais après ce qui m'était arrivé, c'était une belle victoire. Suite à cela, à la fin de cette semaine, mon fils m'a lancé un défi. Chaque année, je monte en Cerdagne-Cap-Cyr réaliser une rando VTT qui se nomme la Ramade. Et il m'a mis au défi en fait de la faire cette année-là. Et donc, comme je n'avais pas fait de VTT depuis le mois de mars, je lui ai dit ok, mais on va y aller tranquille quand même, parce que voilà, ça fait presque 6 mois que j'ai pas roulé. Et j'ai dit mais on s'inscrit juste aux 25 km. Voilà. Et donc on s'est inscrit. Et puis arrive le 5 septembre 2024, qui est aussi une date importante pour vous. Oui, alors le 5 septembre, en fait, était programmé mon dernier test d'effort pour faire le bilan de la réadaptation à l'effort. Et au cours de ce dernier test d'effort, en fait, j'ai largement dépassé tous les objectifs qui m'étaient fixés. Et suite à cela, en fait, le médecin cardiologue m'a levé toutes les restrictions d'altitude que je pouvais avoir, puisque je ne devais pas dépasser 2500 mètres d'altitude.
je ne devais pas dépasser aussi un certain rythme cardiaque à l'effort. Et donc, comme ce test s'est avéré plus que concluant, toutes les limites ont été levées. Et donc, j'ai décidé l'après-midi même donc d'enfourcher mon VTT pour reprendre un peu le sport de manière un peu plus intensive. Et donc, suite à cela, les sensations étaient bonnes et il y a une petite musique qui s'est faite dans ma tête où je me suis dit, et pourquoi pas finalement faire le raid et non pas que le 25 km de la Ramade. Et le soir même, j'ai dit à mon fils, écoute, et si on se tentait le 45 km, on s'inscrit au raid. Et il m'a dit, ok, banco, on y va. Et les 15 jours qui ont précédé, donc j'ai repris de manière intensive le VTT. Je m'y suis préparé. Et donc le 14 septembre, donc pile 6 mois après la survenance de l'événement, on partait faire ce raid qui finalement était de 48 km précisément et pour 1300 mètres de dénivelé. Et ça a été non seulement une victoire individuelle, une victoire personnelle, mais surtout une victoire collective, quoi, parce que c'est pardon, c'est avant tout mon ange gardien qui a permis que je sois là. Et puis pardon. Excuse-moi. C'est une belle victoire personnelle et individuelle, mais surtout collective, puisque je dois tout à mon ange gardien, donc à Jérémy. Je dois tout aussi aux équipes du CHU qui ont fait tout ce qu'il fallait pour que je récupère, pour me guérir, pour réparer mon cœur défaillant. Ma famille, mon entourage aussi. Voilà, c'est une très très belle victoire en fait. Quelle est la fréquence de votre suivi médical? Alors aujourd'hui, sur la première année, je vois un cardiologue tous les 6 mois. Mais ensuite, à terme, ce suivi ne sera qu'un contrôle régulier tous les ans. Et j'ai également un suivi dentaire à faire tous les ans, puisque la moindre infection dentaire, en fait, se porte directement sur le cœur. Et comme j'ai une greffe, voilà, il faut être hyper vigilant sur cet aspect-là. Voilà, donc il n'y a pas de suivi particulier, juste un contrôle avec une interrogation du DAI, donc du défibrillateur que j'ai, pour voir s'il n'y a pas eu d'événement particulier sur la période. Étiez-vous une personne qui présentait des facteurs de risque? Non, pas du tout. Je n'avais aucun antécédent cardiaque. J'ai toujours été sportif. J'ai fait du rugby pendant une quinzaine d'années. J'ai fait de la plongée, je fais de la randonnée. Depuis une dizaine d'années, je fais du VTT de façon relativement intensive. Je n'ai jamais fumé, j'ai une hygiène de vie relativement correcte. Donc tout cela fait que je n'avais pas de prédisposition qui pouvait m'alerter sur un tel problème, sur un tel sujet. Depuis votre expérience en tant que victime d'un ACR, vous êtes-vous formé aux gestes salvateurs? Et votre famille est-elle formée également? Alors oui, je me suis formé. Donc effectivement, même si j'en avais conscience, je n'avais jamais franchi le pas. J'ai pris conscience donc de l'importance des gestes qui sauvent. Et suite à cela, je mène une sorte de combat, si on peut appeler ça comme ça, pour sensibiliser mon entourage et puis voilà aussi les pouvoirs publics à la nécessité si possible d'institutionnaliser la formation aux gestes qui sauvent. Me concernant, j'ai finalement suivi cette formation le 31 décembre dernier, donc c'était aussi une belle manière de conclure une année qui avait été compliquée, de mettre un point final sur cette année-là. Et j'ai fait donc cette formation au premier secours citoyen auprès des pompiers de l'Hérault, donc à la caserne de Montauberraud à Montpellier, voilà, où j'ai suivi cette formation. Et donc voilà, parallèlement à cela, comme je le disais, je tente de sensibiliser les gens à cette nécessité-là, puisque il faut savoir que d'après la Fédération française de cardiologie, seuls 20% de la population est formée au premier secours, et que le taux de survie à un arrêt cardiaque en fait en France n'est que de 5%. Dans 70% des cas, il y a un témoin, donc il pourrait potentiellement intervenir.
Et voilà, donc si on prend par exemple la ville de Seattle aux États-Unis, où 80% de la population est formée aux gestes de premier secours, associés à un fort déploiement de défibrillateurs, là-bas le taux de survie est de 60%. C'est 12 fois plus qu'en France. Donc, quand on sait que 50 000 personnes décèdent en France d'un arrêt cardiaque, on se dit que si on pouvait diviser par 12 le nombre de décès, on pourrait potentiellement sauver 45 000 personnes. Donc ça fait réfléchir. Enfin, en tout cas, ça devrait faire réfléchir nos décideurs politiques à cette nécessité de former massivement la population voilà, aux gestes qui sauvent. Alors c'est vrai que du coup, moi, je me suis renseigné, je me suis documenté et j'ai réalisé qu'en fait, on ne peut pas dire que rien n'est fait, mais tout n'est pas forcément poussé jusqu'au bout. Il y a par exemple une instruction interministérielle qui date de août 2016, qui stipule dès la première phrase que la formation aux gestes qui sauvent est obligatoire au collège. Ça fait 9 ans de cela, mon fils qui a son bac n'a jamais été formé, ma fille qui est en 3e aujourd'hui ne l'a toujours pas été, donc on voit bien que ce n'est pas encore généralisé. 30% des établissements en fait seulement ont mis en place des actions concrètes. Suite à cela et suite aux attentats aussi du Bataclan, les pouvoirs publics ont pris conscience de cette nécessité-là. Il y a une loi donc qui date du 3 juillet 2020 qui stipule aussi que cette formation doit être intégrée au parcours scolaire. Et comme je le disais, en fait, ce n'est toujours pas généralisé. Donc voilà, donc on voit qu'il y a même un certain nombre de choses qui ont été faites, mais qui ne sont pas suivies d'effet. On pourrait aussi imaginer renforcer finalement ce qui a été déjà prévu par la loi de 2020. Par exemple, comme ce qui se fait en Norvège ou en Allemagne, où la détention en fait du brevet de secourisme est requise pour la délivrance d'un permis de conduire. En effet, lors d'un accident, les premières personnes à pouvoir intervenir avant l'arrivée des secours, ce sont les autres conducteurs. Donc ça a du sens finalement de former tous les conducteurs, tous les détenteurs d'un permis aux gestes qui sauvent. Une autre piste qui pourrait être étudiée, c'est que si vous faites un don à un organisme de formation au premier secours, ce don peut être défiscalisé. Si vous donnez la même somme à ce même organisme pour vous former aux gestes qui sauvent, vous ne pouvez pas le défiscaliser. Donc il y a peut-être des choses à réfléchir de ce côté-là. Alors l'avenir pour moi maintenant, c'est surtout et avant tout de réaliser tous mes projets. De ne plus remettre à plus tard tout ce qui peut paraître les petits projets insignifiants. Voilà, un de mes objectifs dans les prochaines semaines, c'est de réaliser l'ascension du Carlite. J'adore les Pyrénées et ça fait des années que je vais dans cette région-là. Et à chaque fois que je passe devant le Canigou, le Carlite, j'ai toujours dit un jour je gravirai le sommet, je ferai l'ascension. Mais comme beaucoup de petites choses comme ça, on a toujours des bonnes excuses pour reporter ces projets-là. Et là maintenant j'ai décidé de ne plus reporter ces projets. Et voilà, donc je m'y prépare de manière raisonnable. Il n'y a pas de difficulté technique particulière, mais c'est juste que voilà, désormais j'arrête de reporter ces projets-là, j'ai décidé d'avancer et de les réaliser. Au mois de novembre dernier, d'ailleurs, fin novembre, avec mon épouse, on a commencé une première approche en conditions hivernales, puisqu'on est monté jusqu'à 2400 mètres au pied du Carlite, en conditions hivernales, donc avec les crampons, et pour faire la rando des 12 lacs, et déjà, voilà, une fois au pied de ce sommet, enfin de ce pic, voilà, je me disais, vivement que je sois là-haut. Comment envisagez-vous l'avenir ? Quel message souhaitez-vous faire passer grâce à votre prise de parole ? Alors je souhaite surtout faire prendre conscience aux gens de la nécessité d'être formés aux gestes qui sauvent, car si celui que je nomme mon ange gardien, Jérémy, n'avait pas eu les bons réflexes et n'avait pas osé surtout me faire ce massage cardiaque, je ne serais plus là aujourd'hui pour témoigner. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui a son importance et qui peut être vital. Et donc voilà, je cherche à sensibiliser mon entourage effectivement à se former,
Alors pour l'heure, j'ai déjà recensé 6 personnes autour de moi qui ont entamé cette démarche, donc d'être formées aux gestes qui sauvent. Je communique beaucoup autour de cela, alors c'est vrai d'une part autour de mes proches, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et voilà, et j'essaye aussi parallèlement à cela de sensibiliser les pouvoirs publics en écrivant, en essayant de contacter les représentants nationaux de mon lieu de résidence, voilà, pour les sensibiliser davantage à cette nécessité-là. Est-ce que votre témoignage vous permet aussi de vous guérir? Clairement, oui, je pense que ce besoin d'extérioriser, ça contribue aussi à digérer l'événement. Après la réadaptation à l'effort, effectivement, je n'avais plus aucun doute sur le fait que le physique était revenu, qu'il fallait reprendre un peu l'entraînement pour retrouver le niveau de forme d'avant. Mais le psychologique, lui, a eu beaucoup de mal à revenir. Je me suis fait aider d'ailleurs, hein. On se croit toujours plus fort que ce qu'on l'est réellement, mais même si j'ai pas perçu dans l'immédiat en fait les bénéfices finalement de cette aide, de cet accompagnement que j'ai eu, en fait je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup de bien et que extérioriser en fait tout cela, ça contribue aussi finalement à accepter ce qui s'était passé, à mieux le vivre, et voilà, donc c'est aussi pour cela que je pense que j'ai mis en place ces actions pour essayer de sensibiliser les gens à la nécessité de se former. Et si je peux contribuer à ce que d'autres personnes aient cette chance-là, ce sera une très belle victoire en fait. Et voilà, outre le fait que j'ai voilà, un foncier de sportif ou autre qui m'a sans doute aidé, j'ai aussi un tempérament de fonceur. Il y a une image en fait que je trouve très belle en fait, que j'ai appris dernièrement en fait qu'il y a un seul mammifère sur Terre qui est le seul à ne pas fuir en fait face à une tempête. En fait, il ne tourne pas le dos à la tempête, en fait, il fonce vers la tempête. C'est le bison. Le bison en fait fonce vers la tempête. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a compris que en affrontant les événements de suite, mais finalement, il les traverserait plus rapidement. Et donc, j'ai trouvé cette image très belle, et ça me correspond un peu, quoi. Et il faut jamais oublier que derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Voilà. Que pouvons-nous vous souhaiter pour la suite? Eh bien, vivre le plus longtemps possible en parfaite santé auprès des miens, également en pleine santé, et réaliser tous mes projets. Merci Jean-Yves.